grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. C'est la saison des festivals en ce moment. Vivre ensemble, Ogobanya, Agna, Selingue ou encore pour les amateurs de la viande, le festival Dibi qui est en cours en ce moment. Ces rencontres réunissent des milliers de personnes dans le pays. Des foires d'exposition, de vente, des concerts, des échanges sur les défis auxquels le pays est confronté font partie des activités de chacun de ces rendez-vous culturels. Quelles sont aussi les retombées de ces festivals sur les populations locales ou encore sur l'économie nationale? On en parle dans ce numéro du Grand Dialogue avec trois invités. Au téléphone avec nous, Atayer Maïga, directeur du festival sur le Niger, Kassim Bengali du festival Nanyerke, Klesigi Abdoulaye Sanogo, homme de culture et ancien directeur du patrimoine culturel. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Kassim Bengali, on va commencer par vous. Comment naît une idée de festival? Merci au studio Tamani et merci à nos auditeurs. Bon, comment naît un festival? D'abord, il faut aimer, parce que je peux parler de mon cas. Peut-être que ça peut être différent de... C'est le cas de votre cas, on a besoin parce que vous avez créé un festival. D'où vient cette idée? Cette idée, c'est une inspiration personnelle. C'est ma personnalité qui est derrière ce festival. Parce que moi, j'étais perdu d'abord côté culturel, ma culture. Et à un certain âge, je suis revenu vers ma culture. J'ai fait des recherches, je suis même commencé à partir dans les initiations. Et j'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui sont dans la même situation que moi, qui avons des parents fonctionnaires et qui sont avec une autre culture. Mais vu que j'ai eu cette opportunité de revenir aux sources, de commencer à comprendre les valeurs de ma culture, je me suis dit que c'est une opportunité de créer aussi quelque chose pour mes semblants, qui peut être une leçon de sensibiliser la jeunesse à se connaître. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à faire des recherches, à mettre le projet en place jusqu'à arriver à l'exécution. Donc c'est comme ça c'est venu, le festival, par passion, par amour, par soif de pouvoir être utile à ma culture aussi. Alors votre festival s'appelle Nanyerke, j'espère que j'ai bien prononcé. Que veut dire ce mot-là? À quoi ça renvoie dans votre culture? Alors, Nanyerke, en définition simple, je dirais, c'est l'arbre du balafon. L'arbre du balafon, parce que les lattes du balafon sont taillées dans le Nanyerke. Et le balafon est un élément très important. J'ai la chance d'être avec le doyen Klesike qui est là, qui va m'aider, parce que dans le milieu, c'est une fois quand tu es avec le doyen, d'abord je m'excuse avant de prendre la parole, de lui demander pardon, de lui demander la route, si le doyen me permet. D'accord, ça c'est culturel. Et cet élément de balafon existe dans tout chez nous, et de la naissance jusqu'à la mort. Et le balafon est un instrument rassembleur aussi sur les sénoufos. Et ça capte tous les sénoufos, donc ça veut dire que ça existe dans tout. Alors l'arbre qui sert à ça, nous on s'est dit, le Nanyerke se veut comme cet arbre-là. Quand tu prends le balafon avec ses lattes, chaque latte a son son spécifique, qui pourtant, ces mêmes lattes-là viennent d'un seul tronc d'arbre, et nous sommes des humains avec nos diversités. Et puisque ce balafon a réussi à rassembler les uns et les autres, nous voulons aussi que ce balafon-là, le Nanyerke, puisse être un espace qui va regrouper tous les filles et fils, en particulier de Sikasso, mais de l'Afrique tout entière. Et le mot Nanyerke veut dire?
Nanyerki, c'est le nom de l'arbre là. De l'arbre en question. En Sénoufo. Mais en Sénoufo, quand tu prends vers les Sénoufo de Zéguédougou, nous disons, je suis de Zéguédougou, à Sikasso, nous disons Nanyerki. Mais quand tu vas vers le Folona, on dit Nafunyaraki, puisque moi je viens de Zéguédougou et c'est bien d'aller avec ce que tu connais. C'est comme ça est venu le nom. Ataer Maïga, vous participez à cette émission par téléphone. Vous venez entendre M. Bangali, c'est une façon, ce festival pour lui, c'est une façon de retrouver ses racines. Alors, d'où est venue l'idée de création du festival sur le Niger, qui est un grand rendez-vous culturel? Merci beaucoup, Marie. Merci aux autres invités, M. Sanogo, président, et mon cher ami Catherine Bengali. Merci à Studio Tamani pour cette opportunité. Je voulais juste notifier que je suis le coordinateur général de Ségouart Festival Niger et non le directeur. Ségouart est géré par une coordination et moi j'occupe le poste de coordinateur général. Et pour revenir à votre question, l'idée de ce festival est venue depuis 2005 parce qu'il y avait un besoin au niveau de Ségou. Ségou auparavant était une zone, je dirais, un peu oubliée parce que en ce moment les zones touristiques du centre et du nord du pays étaient très visitées par les touristes qui venaient à cette époque en grand nombre. Et Ségou était juste une ville de passage de ces touristes-là, qui faisait juste une escale, qui ne passait même pas la nuit à Ségou, et qui continuait sur les zones du centre et du nord du pays. C'est de là qu'est venue l'idée, avec sous le leadership de Mahmoud Daffy en son temps, de créer ce festival-là pour mettre en place une offre artistique et culturelle afin de développer le secteur touristique et culturel à Ségou et faire en sorte que les touristes ne viennent plus à Ségou comme une ville de passage, mais puissent passer des nuits à Ségou pour faire marcher les hôtels, pour faire marcher l'économie et qui viennent à Ségou pour l'offre que Ségou donnait à cette époque-là. Donc c'est de cette idée qu'est venue le festival sur le Niger, qui depuis 2005 est en place à Ségou. Et cette année, on vient de célébrer la 19e édition. Donc c'est vraiment un projet de développement pour nous, depuis la base. Et nous pensons que à travers la culture, on peut aussi impacter considérablement sur la vie des communautés et faire en sorte qu'une ville secondaire puisse occuper un rang au plan national et même au plan international. Alors, de cette date à terre, vous gardez la parole de 2005 à aujourd'hui, à cette édition de 2023. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé du début à aujourd'hui? Je ne pourrais pas tout dire ici, mais je pense que souvent c'est même mieux de questionner les Sénégalais, parce que moi en tant qu'organisateur, je dirais que de 2005 à maintenant, on a eu une croissance au niveau des capacités hôtelières à Ségou. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels qui se sont créés. On a eu aussi l'augmentation d'infrastructures culturelles à Ségou. À la faveur du festival, on a d'autres centres qui ont vu le jour, d'autres infrastructures culturelles, tels que le centre culturel coréen, le centre Domo qui était là qui s'est développé davantage. D'autres centres gérés par des privés se sont développés à Ségou. On a même maintenant le musée des masques et marionnettes qui a été construit à Ségou, dont l'inauguration n'a pas encore été faite. Et je pense qu'à travers l'arrivée de ce festival, tous ces éléments ont permis de donner un autre visage à la ville de Ségou. Ce qui fait que Ségou maintenant, chaque week-end peut offrir des spectacles, comme on le fait à Bamako, comme on le fait dans d'autres villes. Et Ségou, pour nous, c'est, comme on le dit souvent, on peut dire que c'est aujourd'hui la capitale culturelle du Mali. Ça, c'était notre vision depuis 2005. Et je pense que cette année où on vient de célébrer notre 19e édition, on est encore plus conforté dans cette idée-là, que Ségou est véritablement la capitale culturelle du Mali. Merci beaucoup à Taher Maïga. Vous gardez la parole pour le reste de cette émission. Le temps de faire réagir Klissigi Abdoulaye Sanogo. Monsieur Sanogo, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de festivals dans le pays? Merci Maram, merci pour l'invitation. Merci pour les représentants des festivals qui viennent de parler.
Je dois dire que à travers les deux festivals dont nous parlons, je ressens une certaine fierté connaissant le festival sur le Niger depuis sa genèse, qui au départ s'était vraiment présenté comme un projet structurant et qui effectivement aujourd'hui conforte cette idée qu'on avait eue dès le départ du projet. On a, au travers le festival sur le Niger aujourd'hui, une grosse industrie culturelle multisectorielle. Et là, c'est à féliciter. Le festival Nanyerke aussi est digne d'intérêt en ce sens qu'il concerne une bonne partie de la jeunesse malienne qui à un moment donné s'est retrouvée de par la fonction des parents un peu éloignée de la source et qui se présente aujourd'hui comme un bel exemple de ressourcement. Nous sommes tous concernés par cette situation et c'est aussi une fierté. Pour les premiers pas aussi de ce festival, je pense qu'il y a la bonne détermination et puis, comme il l'a dit dans son introduction, c'est un peu une passion. Ceci dit, le nombre exact de festivals, je ne saurais le dire en toute franchise parce que il en est tous les jours il y a de nouveaux festivals qui se créent et par ce besoin de réaffirmation de certains aspects de notre culture, notamment les cultures des communautés. Vous avez tantôt évoqué plein de festivals de ce genre qui donnent aux communautés la chance de se ressourcer, la chance aussi de se mettre en position de résilience culturelle à travers cette activité qui est la création des festivals. Mais pour le nombre exact, peut-être que le service... Alors, vous parlez tantôt de communautés. Est-ce que l'apport de ces festivals sur les communautés locales est réellement visible? Comme vous parlez du cas du festival que vous avez vu dès les débuts, est-ce qu'il y a un impact réel? Oui, il y a un impact réel sur les communautés. Parce que, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne les festivals qui se positionnent comme éléments d'une culture, comme c'est le cas du festival Nanyerke, il y a de l'intérêt pour les communautés qui consiste à ce que l'événement représente pour ces communautés un miroir. C'est-à-dire qu'à travers le festival, on se restitue sa culture et on va vers une certaine résilience, une certaine résistance, une certaine affirmation de la culture, bien sûr dans le contexte multiculturel du Mali, où le tout se passe toujours dans, comment on appelle ça, dans une cohabitation. Je vais juste parler d'un exemple typique où les communautés sont vraiment fières lorsque elles ont à se mirer dans leur culture. C'est la banque culturelle de Kola, qui est créée sous forme de musée pour conserver les objets culturels du milieu. Et là, les guides sont les ressortissants de Kola. Et on voit avec quel enthousiasme
ces communautés vous restituent leur culture. On voit avec quel enthousiasme elles se redécouvrent à travers les objets qu'elles-mêmes, elles ont conçus et qu'elles ont du plaisir à présenter à tout le monde, aux autres cultures. Et qu'est-ce qui change pour les communautés? Vous avez vu le cas de festival sur le Niger. Et par modestie, Attaher a dit d'interroger un peu les communautés sur ce qu'elles ressentent. Au fait, comme je le disais moi-même tantôt, c'est devenu une industrie culturelle au niveau de toute la collectivité territoriale de Ségou, au niveau de toute la ville de Ségou, où à travers les nombreux secteurs qu'ils ont créés autour de ce projet structurant, chacun gagne sa part, pour parler plus simplement et plus rapidement. Alors ça, c'est sur le plan culturel, mais très souvent également, on voit des festivals où chaque année, après la fin, on dit les retombées économiques seront versées à telle communauté également. Est-ce que dans votre suivi en tant qu'homme de culture, vous avez une fois suivi ce qu'on appelle cette désorganisation des festivals, voire aujourd'hui, ce qui est dit en amont, exécuté à la fin? Ce qui est dit en amont, exécuté à la fin, je prendrais ça plutôt sur un autre angle, mais essentiellement l'angle professionnel. Parce que les festivals, bien sûr, naissent avec des objectifs. Ils naissent aussi avec des prévisions, avec des plans de financement, etc., etc. Maintenant, pour le cas précis de festivals qui ont pour objectif d'être organisés et d'attribuer les revenus à des communautés, je n'en ai franchement pas connaissance, mais j'ai surtout connaissance des festivals qui sont créés pour la promotion de la culture du Mali de manière générale et de la culture qui est ciblée dans l'objet du festival. Attaher Maïga, durant le festival sur le Niger, comment vous faites, quelles sont les stratégies que vous misez en place pour galvaniser un tout petit peu la population et avoir l'implication des communautés? Merci beaucoup, Mariam, et merci pour cette question. Et je pense que un festival pour nous, c'est une activité qui doit être au cours de laquelle on doit mettre la communauté au centre. Et je pense que plusieurs festivals le font, et nous particulièrement à Ségou, on a mis la communauté réellement au centre de tout ce qu'on fait. Et cela est parti depuis le départ du festival. Parce qu'avant qu'on ne puisse mettre en place ce festival à Ségou, quand les populations ne comprenaient pas encore l'impact qu'un tel événement pouvait avoir, on a été obligé de négocier avec elles pour avoir le consensus afin de pouvoir mettre en place ce festival-là. Donc, depuis le départ, on a eu cet accord avec les populations locales et on leur a expliqué tout l'impact qu'un tel événement pouvait avoir pour la ville de Ségou, pour la région de Ségou et pour tous les Maliens entiers. Donc, depuis cette période, les populations locales, les communautés font partie elles-mêmes du cycle de vie de l'événement. Elles font partie des commissions d'organisation et elles sont tenues informées de tout le processus du début à la fin. Et elles se sont appropriées cet événement-là parce que ça a permis d'augmenter l'estime de soi chez les Ségouviens. Parce que comme je l'ai dit avant, cet événement, Ségou était vraiment une ville du passage. Malgré le riche potentiel culturel que Ségou avait, personne ne venait à Ségou pour découvrir tout ça. Donc le festival a fait en sorte que cela soit. Et les populations de Ségou sont vraiment fières de cet événement-là et se sont appropriées de cet événement de bout en bout. Donc les populations sont partie prenante de l'organisation, ils font partie de toute la commission. Et une chose qu'on peut ajouter de plus, c'est que
nous faisons venir chaque année plus de 35 000 festivaliers. Et comme je l'ai dit, on a beaucoup de capacités hôtelières maintenant, mais les capacités hôtelières existantes ne permettent pas de loger tout ce monde-là. Donc même là encore, on met en contribution les populations locales, les communautés qui accueillent les festivaliers dans le sens du gatiguia, de l'hospitalité traditionnelle qu'on a, moyennant des montants symboliques. Et maintenant, il y a un autre business qui s'est créé parce que beaucoup de personnes mettent en location leur logement, leur villa, durant la période du festival. Tout ça pour permettre d'accueillir tout ce monde-là qui vient à Ségou. Donc, c'est une activité qui crée de la richesse et injecte beaucoup de fonds dans la ville de Ségou. Donc, pour dire que les populations locales et les communautés sont impliquées de bout en bout et se sont appropriées de cet événement-là. Alors, une activité qui crée de la richesse. Alors, une activité qui crée de la richesse et qui va dire que vous qui êtes dans l'organisation également, vous injectez de l'argent dedans. Et comment une édition du festival sur le Niger vous coûte combien dans l'organisation? Une édition, ça dépend des éditions parce qu'une édition, il faut aller au-delà de 300 millions pour une édition du festival parce que c'est une grosse machine. Et le festival, c'est un événement pluridisciplinaire qui fait appel à beaucoup de compétences, beaucoup de personnes de ressources et on a beaucoup d'activités qu'on mène aussi. Et je pense que cette année encore, on a sorti la grosse artillerie avec le retour de toutes les activités pratiquement du festival. Et c'est un événement qui est assez coûteux. Et comme je l'ai dit, on injecte tout ça, mais en retour, par exemple, à Ségou, on a la foire de Ségou qui est, je dirais, l'une des plus grandes foires, qui fait appel à environ 400 exposants du Mali et de la sous-région pendant 10 jours. Et chaque année, cette foire arrive à injecter plus de 800 millions dans l'économie locale. Donc pour nous, ceci est vraiment extrêmement important. Et à chaque fin du festival, on ressent l'impact économique sur la communauté. Comme Président l'a dit, et je l'ai dit tout à l'heure au départ de mes propos, souvent quand l'organisateur lui-même parle de son événement et de faire retomber, je pense que souvent les gens peuvent peut-être douter, mais souvent il faut venir à Ségou et questionner la population directement sur le terrain pour savoir à quel point ils bénéficient de cet événement-là. Pour la petite anecdote, il y a quelques années au départ de la crise, on avait souhaité, vu toutes les charges et le contexte sécuritaire du pays, on avait échangé avec quelques personnes de la société, des communautés, pour leur demander d'organiser peut-être le festival chaque 2 ans, au lieu de le faire de manière annuelle. Mais je peux vous assurer que les populations n'ont pas du tout accepté cette démarche-là. Et certains sont même allés nous dire que s'il était possible d'organiser le festival 2 fois par an, ça les arrangerait beaucoup plus que de le faire chaque 2 ans. Donc, pour dire à quel point les communautés sont vraiment avec nous et se sentent vraiment à l'aise dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, Ataer Maïga. Monsieur Bengali, vous venez d'entendre Ataer qui disait qu'ils injectent à peu près pour cette édition une somme allant jusqu'à avoisinant les 300 millions. Comment génère-t-on toute cette somme-là pour organiser un festival? Merci à Taïr pour tous ces détails parce que aujourd'hui c'est nos doyens et c'est aussi nos sources d'inspiration, le festival sur le Niger, parce qu'il faut le reconnaître. Ce que le festival sur le Niger nous apporte d'abord nous-mêmes promoteurs culturels en termes d'inspiration, en termes de toutes ces personnalités qu'ils invitent de tous les horizons du monde. Donc c'est très utile pour nous parce que c'est aussi un endroit où nous partons faire des rencontres B2B. C'est très important. Et effectivement, comme il a dit, un festival, c'est d'abord l'amour de la chose. Il ne va pas vous dire qu'il n'aime pas ce qu'il est en train de faire. C'est que c'est une passion qui se crée en nous. Donc finalement, on ne voit pas ce qu'on dépense en réalité. Et comme on le dit en Bambara, mais en réalité, je dirais que ce n'est pas même souvent pour l'argent, si on peut le dire. C'est d'abord l'amour qui est en toi, qui te pousse à mettre des fonds. Il a dit 300, mais c'est sûr que c'est plus que tout ça.
Mais c'est-à-dire que vous pouvez organiser un festival et à perte? Bien sûr. Mais pour nous, il n'y a jamais de perte. Parce que ma perte n'est pas forcément toi ta perte. Toi, ta perte, ça peut être tu n'as pas fait générer des bénéfices financiers. Mais moi, ma réussite, c'est d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, qui peut ne pas être argent. Je vais juste vous dire, je peux vous donner un exemple. Moi, à la première édition, j'ai eu tellement de personnes qui étaient passionnées, qui étaient intéressées à l'idée. Ils sont venus dans l'organisation, mais quand je terminais la première édition, je me suis retrouvé avec 13 millions de dettes. Après tout ce que j'ai mis, je dis bien 13 millions de dettes. Et quand j'ai fait le point aux différents organisateurs, j'ai dit, mais waouh, j'ai reçu. On m'a dit, mais comment? Je dis, ouais, moi, l'objectif, c'était de lancer le festival. Que cette communauté-là sache qu'un bébé vient de naître, qu'on doit l'entretenir. Que les autorités puissent voir qu'il y a un bébé festival qui vient de naître. Que les autres festivals puissent voir qu'il y a un bébé festival qui vient de naître du nom de Nanyerki. Et ça a été lancé ici sur la place du Cinquantenaire à Bamako. Mais en 5 mois, la deuxième édition a été lancée à Sikasso pour le retour aux sources. Et le thème de la première édition, moi l'objectif c'était le village vient à la recherche de ses enfants. Et ce message a été entendu. Ça a été apprécié par tous les filles et fils. Ils étaient là, les doyens. Ils ont donné des encouragements. Donc c'était ça l'objectif, ça c'était déjà une réussite. Donc celui qui cherche le côté bénéfique argent, est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Donc je ne regarde pas le chiffre en ce moment-là. Mais après aussi, la satisfaction, c'est que quand tu arrives à créer des emplois autour de toi et que tu arrives à assurer, à faire vivre ces gens-là, c'est une réussite. Donc le montant, franchement, on ne regarde pas souvent. Mais quand on termine une édition de festival avec une dette, comment se relever après? Mais comment tu as fait pour économiser tous ces sous avant de commencer? On se prépare d'abord avant de venir sur le terrain. Le Niger n'allait pas demander le doyen d'affaires de ces 4-5 premières éditions, comment il était. Je pense que les uns et les autres ont entendu des échos. Nous, les promoteurs, souvent, nous hypothéquons même les biens que nous avons. Sinon, nous vendons même ces biens-là avant de mettre sur pied réellement nos projets-là. Allez-y demander tous les grands festivals. Comment ils ont fait d'abord les premières éditions. Nous, avant de venir, nous avons fait toutes ces recherches-là. Et on était psychologiquement préparés pour tout ça là. Parce que le début, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Si celui qui rentre... Monsieur Atayer, vous me permettez, bien que vous soyez un doyen, mais permettez-moi de dire et expliquer. Parce que si on vient dans le festival et que tout de suite on veut avoir quelque chose, il faut arrêter. Je pense bien. Il faut arrêter. Klesike Sanogo, généralement, quel est le rôle que jouent les services, disons les départements de culture auprès de ces festivals-là? Merci pour la question, mais je dirais que... En tant qu'ancien directeur du patrimoine, vous avez dû suivre ces festivals-là. Qu'est-ce que vous les apportez concrètement? Oui, je dirais qu'il y a vraiment des personnes mieux placées pour se prononcer sur cette question aujourd'hui. Je pense à la Direction nationale du patrimoine, je pense à la Direction nationale de l'action culturelle, mais ce que j'en sais et que je peux dire à mon nom propre, pas en leur nom, c'est que il y a toujours eu un encouragement des festivals. Et encourager les festivals, orienter pour ceux qui ont besoin d'orientation, soutenir dans la mesure des moyens du moment
la naissance et la continuité des festivals. C'est ce que j'en sais, mais ce n'est pas une réponse officielle. Mais est-ce que ces festivals-là sont inscrits au niveau du patrimoine culturel? Est-ce que c'est carrément, comme on peut le dire, une marque déposée? Parce que souvent, on voit des idées, certains créent, quelqu'un d'autre va prendre cette idée-là. Bon, je dois dire que les services, pour le moment, et pour ce que j'en sais, ne fonctionnent pas comme ça. Et si je dois parler, par exemple, du côté patrimonial, tout ce qui se passe autour du balafon permet, par exemple, à la Direction nationale du patrimoine culturel de documenter cet instrument. Et c'est ce qui a fait que le balafon a été documenté à travers les festivals pour être proposé à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce qui a été fait. Et c'était surtout à travers un festival sur le balafon qui s'appelait Triangle du balafon. Et cette inscription, c'est transnationale. Elle concerne le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que on a dans ces trois pays une même communauté qui utilise le balafon pour les mêmes causes et pour les mêmes raisons. Concernant d'autres festivals, c'est le même schéma. Il y a un côté action culturelle qui est création et créativité pour que la culture ne soit pas bunkarisée, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle évolue. Mais il y a aussi ce côté patrimonial pour revendiquer un élément de la culture qui est représentatif d'un pan de la culture du Mali de manière générale. Donc, il n'est pas question de labelliser un festival. On le fait toujours avec l'énergie des promoteurs. On le fait aussi avec l'idée de la conservation et de la promotion de la culture nationale. Et c'est ça. Je vous prends ce mot, labelliser son idée, labelliser son festival. Monsieur Bengali, comment vous parvenez à labelliser, à préserver votre création en fait? Parce que souvent, on remarque que certains festivals, c'est juste une répétition. Les gens font presque les mêmes choses. Tout à fait. La question, elle est très importante, hein, franchement. Mais je pense que l'État est en train de travailler là-dessus parce que l'État même est fatigué avec nous. Déjà même, il y a question d'agenda culturel. Tout le monde veut avoir le ministre avec lui. Et il y a question de date qui est problème. Il y a aussi les copier-coller, souvent même les mêmes peuples, les mêmes... Bon, je pense que l'État est en train de travailler et il faut que l'État travaille là-dessus. Parce que nous, surtout jeunes festivals, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Je vous dis, à Sikasso seulement, aujourd'hui, nous devons avoir 6 festivals qui s'est créés en cette période de crise. Par nom. Maintenant, par contenu, c'est autre chose. Et c'est là où je pense que la labellisation doit être très importante. Parce que souvent, si aujourd'hui, tout ce que le Festival sur le Niger fait, hein, moi je viens avec un petit 2 millions ou un petit 1 million, je fais un balani show, je me fais appeler festival, souvent ça fait mal. Ça fait très mal. Et des fois, souvent, ça met en doute même les partenaires potentiels qui réellement peuvent appuyer les initiatives culturelles.
Donc, c'est vraiment très important le mot labellisation. Et je pense qu'aujourd'hui, tout festival sérieux, important, se soucie de ce problème-là. À terme, Maïga, un autre souci, c'est également le calendrier, les agendas. Au-delà de faire que certains festivals font la même chose, on a, comme je l'ai dit tantôt, on a l'idée que c'est comme si c'est une répétition. Comment fixe-t-on un agenda pour ce genre de rendez-vous culturel? Merci beaucoup. Avant de répondre à ça, j'aimerais revenir sur les propos de mon frère Kassim Bengali, qui disait que ce n'est jamais facile le début d'un festival. En effet, on vient pas à un festival pour gagner quelque chose tout de suite. C'est un projet de développement qui se construit sur la durée. Et nous, on l'a compris assez. Je pense que Kassim aussi est en train de travailler dans cette dynamique-là. Parce que nous, aujourd'hui, au-delà du festival, on a d'autres infrastructures culturelles à Ségou, telles que le Centre culturel coréen, qui fonctionne sur toute l'année. On a également mis en place un institut de formation qui forme des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest, avec un master en management culturel qui a débuté l'année dernière. Donc je pense que c'est un processus, c'est un projet de développement qui, au fil du temps, arrive à s'imposer et à créer de l'impact dans la communauté. Donc je suis tout à fait d'accord avec mon cher ami Bengali. Maintenant, par rapport à la question de la propriété intellectuelle, je pense qu'il est toujours bien d'inscrire un événement au niveau de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup de festivals se créent au fil des mois, et souvent c'est compliqué parce que souvent il y a beaucoup de ressemblances, c'est pratiquement souvent les mêmes activités. Maintenant, comment on arrive à organiser son agenda? Je pense que chaque événement culturel se déroule selon un agenda bien précis. Mais souvent, il y a des périodes qui sont beaucoup plus propices à l'organisation d'événements culturels. Par exemple, la saison des pluvieuses n'est pas assez propice pour l'organisation d'un événement. Et souvent, les gens ont tendance à vouloir éviter la période du mois du Ramadan à cause de la fermeture des activités à cette période-là. Donc, il y a des périodes que les gens évitent pour pouvoir fixer leur date. Et je pense que l'idéal, c'est le travail que l'État vient de commencer, c'est de vraiment voir dans quelle mesure harmoniser les calendriers des différents festivals pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de piétinement des différents festivals. Parce que souvent, on peut avoir... Mais d'ailleurs, des fois, on a l'impression que ça se chevauche en fait. Si voilà, c'est pour que les populations y participent, d'un festival à un autre rapidement comme ça, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un désintérêt de la population également? C'est ce que je disais, effectivement. Je dis que souvent, c'est le mot que je cherchais, chevauchement. Il y a un chevauchement pour les événements. Et je pense que souvent, on vit beaucoup ce cas-là à Bamako souvent. Souvent, à Bamako, on peut avoir 3 à 4 événements à la même période. Et comme tu l'as dit, ça peut avoir un effet négatif et faire en sorte que les populations pour lesquelles on veut faire ces événements-là ne puissent plus avoir d'intérêt pour elles. Donc, pour moi, on ne peut pas forcer un promoteur d'événements à changer sa date, mais je pense que si l'État, comme il vient de débuter, arrive à structurer davantage et faire en sorte que les festivals puissent avoir des dates fixes, je pense que ceux qui ont déjà leurs dates fixes peuvent les maintenir, mais ceux qui entrent dans la danse désormais doivent maintenant tenir compte des dates des autres pour pouvoir organiser leur nouvel événement. Parce que c'est une question qui, depuis plusieurs années, est sur la table. Et je pense que si on se concerte entre nous et avec le soutien de l'État, on arrivera à harmoniser les dates et avoir un agenda culturel au Mali qui répond à toutes les préoccupations. Merci beaucoup, Atayer. Klesige Sanogo, on a l'impression que tous ces festivals qui sont créés actuellement, le festival d'Idadi, on salue les gens de Bougouni qui est actuellement en cours à Bougouni sur place, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de créer un carnaval? Un seul rendez-vous culturel qui peut amasser tout ce beau monde-là pour que la population puisse participer également. Est-ce que ça ne peut pas être une idée? Une idée de carnaval, de la culture, oui, pourquoi pas. Mais
qui va porter cette idée, ça sera là l'interrogation. Sinon, un carnaval, pourquoi pas. Encore qu'il faut s'interroger sur la représentativité de cette pratique dans nos cultures. Mais c'est une idée qu'on peut mûrir, puisque tantôt on disait qu'il fallait s'ouvrir aux autres cultures du monde. Et voilà, la réflexion peut être ouverte à ce sujet, mais déjà avec les festivals bien connus. Tantôt, on parlait de l'idée de labellisation aussi et d'agenda. Je voudrais revenir sur la question pour dire que un festival, ce devrait être une identité bien assumée. Ce devrait être un ancrage et ce devrait être aussi un agenda connu. Je pense que de plus en plus, la plupart des festivals vont dans ce sens et à mon avis, c'est un aspect très important. Maintenant, pour l'idée de carnaval, on va se poser les mêmes questions, date, lieu, voilà, et avec qui. Est-ce que ça sera autour de toutes les cultures du Mali, pourquoi pas. Mais c'est une idée à mûrir avec les acteurs culturels. On a des acteurs culturels sur ce plateau. Monsieur Bengali, est-ce que cette idée de carnaval vous sied, même si ce n'est pas de façon nationale, par exemple, comme vous avez dit, rien que durant cette crise, il y a eu 6 festivals créés dans la région de Sikasso. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces festivals-là peuvent se réunir et se tenir au même moment? L'idéal, c'est quand même dans les régions de voir peut-être maximum deux festivals. Mais au-delà de ça, franchement, ça devient autre chose. Vous avez employé un mot que je trouve très intéressant et ça peut amener un désintéressement de la population. Hein? Parce que trop, c'est pas aussi agréable. Mais aussi, il faut comprendre que le Mali, c'est un pays qui est très vaste, qui a de diversité culturelle. Et dans le Mali, moi, je pense que tu peux te retrouver presque comme si tu es dans 5 pays. Hein, parce que tu prends la culture de Sikasso, c'est propre à Sikasso, tu vas à Kay, tu vas à Tombouctou, tu vas à Ségou. Donc, tu vois un peu cette diversité-là et tu peux parcourir 1500 km dans ce pays-là. Donc, vouloir mettre tous ces festivals-là ensemble pour une caravane me semble un peu compliqué. Mais peut-être... Taher, le temps de faire réagir à Taher, est-ce que cette idée vous semble compliquée également, Taher Maïga? L'idée de carnaval, moi je pense qu'on avait déjà la biennale artistique et culturelle que l'État pilotait. Allô, on m'entend? Oui, allez-y. Voilà, il y avait la biennale artistique et culturelle que l'État pilotait et qui rassemblait toutes les sensibilités culturelles du pays. Je pense que comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'idée d'un carnaval qui va regrouper tous les festivals serait peut-être un peu à ce stade-là prématuré, du moment où je pense que, comme l'a dit Clétique tout à l'heure, chaque festival a son identité. Et nous, au niveau de Ségou, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire le festival, c'était de délocaliser la vie culturelle de Bamako vers les régions. Parce que tout était centralisé à Bamako. Et même quand on parle de la multitude des festivals, je pense que beaucoup de ces festivals-là résident aujourd'hui à Bamako. Pour nous, il faut aller vers les territoires, vers les communautés qui en ont beaucoup plus besoin et créer les événements culturels. Mais l'idée de carnaval, pour moi, à ce stade-là, ça va être, je dirais, un peu compliqué de le réaliser.
Merci beaucoup à Taher Maïga, et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue de ce soir qui réfléchissait sur les retombées des festivals pour les populations locales. Grand merci à nos invités, à Taher Maïga, coordinateur du festival sur le Niger, Kassim Bengali du festival Nanyerke, Klesigi Abdoulaye Sanogo, homme de culture et ancien directeur du patrimoine culturel. À la régie son et vidéo, il y avait Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.